Merci Alexandre. Bonjour à tous. Alors, on va survoler, plus que rentrer dans des grands détails, ces principes-là, parce que on pourrait y passer quand même plusieurs journées, voire semaines, voire années, à parler de la prise en charge hémodynamique du choc septique. Donc je vais essayer de vous passer quelques messages qui sont vraiment importants, qu'il faut que vous gardiez en tête pour la réanimation de ces patients-là. Et je crois que si on se concentre sur un certain nombre de messages qu'on doit garder en tête, on ne peut pas extraire la prise en charge hémodynamique dans le choc septique d'un certain nombre de concepts essentiels qui sont des concepts qui doivent être déployés rapidement. Il n'y a pas énormément d'urgence qu'on prend en charge en réalité en réanimation, en anesthésie ou même en urgence. D'urgence, j'entends vraiment à la minute ou à la dizaine de minutes ou à l'heure. Le choc septique, ça en fait vraiment partie. Il y a un certain nombre d'éléments à la fois diagnostiques, à la fois thérapeutiques qu'il va falloir engager extrêmement rapidement dès la prise en charge de ces patients-là. Et le premier élément, c'est tout simplement de faire le diagnostic de manière précoce de ces patients. Et vous savez que le diagnostic, il a changé récemment avec la publication en 2016 de deux nouvelles définitions pour le choc septique et le sepsis. Deux définitions qui sont basées sur une réalité importante, c'est la différence de mortalité qui est importante pour ces deux entités pathologiques, mais qui est singulièrement différente entre le sepsis et le choc septique. Et vous voyez que apparaissent dans ces définitions des éléments qui sont extrêmement simples, que personne ne peut méconnaître et qui sont je dirais déployables dans l'ensemble des structures hospitalières, quel que soit leur niveau de soins. L'élément important dans ces définitions, c'est premièrement l'identification du sepsis à partir de scores qui sont des scores simplifiés. Je vais vous parler du QSOFA juste après. Le deuxième point, c'est l'apparition dans la définition du choc septique des lactates qui n'étaient pas un critère diagnostique lors de la définition précédente. Et vous voyez que l'essentiel de la différence entre les deux se situe justement dans la nécessité d'avoir un support vasopresseur pour avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 et d'avoir un taux de lactate supérieur à 2 mmol par litre dans le groupe choc septique par rapport au groupe C6. Et ça en fait une différence de mortalité de 40 à 10% entre les deux entités. Alors, voilà ce que les auteurs proposent comme algorithme diagnostique. Et vous voyez que là, il y a une différence qui est intéressante, c'est qu'on va initier la démarche diagnostique à partir d'un score qui est extrêmement simple, qui est le QSOFA. Pourquoi c'est important ce score-là? Parce que c'est un score qui, est très discriminant pour identifier les patients en sepsis, et deux, qui va pouvoir être déployé dans l'ensemble des unités de l'hôpital, pas seulement les unités de réanimation. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ce score dans tous les services de l'hôpital. Vous le verrez, c'est un score extrêmement simple et qui va permettre ensuite de déployer les outils nécessaires pour pouvoir déclencher la réponse réanimatoire face à l'identification d'un état de choc. Dont le QSOFA, si jamais il est supérieur à 2, on va rentrer, lorsqu'on a une suspicion d'infection, dans une possibilité d'avoir un sepsis. Et là, il y a deux situations. Soit on a un SOFA qui est supérieur à 2, on définit un sepsis, et ça doit déclencher encore une fois un certain nombre d'actions thérapeutiques qui sont en premier lieu, le remplissage vasculaire. Si le remplissage vasculaire n'est pas efficace et que pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65, il nous faut introduire des vasopresseurs et que dans le même temps, deuxième nouveauté de cette définition, on a un lactate artériel qui a été prélevé qui revient supérieur à 2 après les 30 ml de remplissage, alors on est dans une situation de choc septique. Encore une fois, j'insiste sur cet élément-là qui, pour moi, est probablement une des grandes avancées des 10 dernières années dans le choc septique. Ça paraît trivial, ça paraît extrêmement simple et extrêmement non innovant, mais en réalité, ça l'est parce que ça, si c'est appliqué encore une fois par les infirmières dans tous les étages de chirurgie, ça permet d'accélérer le diagnostic du choc septique et ça permet donc de sauver des vies. Je vous montrerai à quel point le gain de quelques minutes à la phase initiale peut être essentiel. Et donc ce QSOFA, on ne peut pas le faire plus simple, il est basé sur 3 items, la fréquence respiratoire, la somnolence et la pression artérielle inférieure à 100. Si vous avez 2 de ces 3 items-là, alors vous avez une probabilité chez un patient qui a une infection documentée d'avoir un sepsis qui est extrêmement importante. Alors, à partir de là, le diagnostic doit être basé sur 2 éléments et le maître mot, vous le savez, c'est surtout
ne jamais retarder l'antibiothérapie initiale. Et vous allez le voir, l'antibiothérapie initiale, c'est extrêmement associé à la mortalité chez ces patients-là. Les prélèvements sont extrêmement ciblés. Les prélèvements qui sont recommandés par toutes les sociétés internationales dans la prise en charge du choc septique, c'est une paire d'hémocultures avant d'injecter la première dose d'antibiotiques. Un point, c'est tout. Surtout pas d'autres prélèvements si on a un patient qui est sévère et surtout pas d'imagerie diagnostique avant d'avoir introduit l'antibiothérapie chez un patient qui est grave. L'imagerie diagnostique, oui, si jamais il n'y a pas d'orientation diagnostique évidente et si jamais il y a une nécessité d'aller apporter une indication chirurgicale, sans quoi, de toutes les manières, ça ne modifiera pas la prise en charge initiale. Voilà pourquoi on a choisi de mettre uniquement les hémocultures dans les prélèvements à réaliser à la phase initiale. Premièrement, évidemment, pour leur simplicité de réalisation. Et puis deuxièmement, parce que de nombreux travaux, dont celui de Mitchell Levy, publié en 2010 dans Intensive Care, montrent qu'effectivement, le fait d'obtenir des hémocultures, une paire d'hémocultures juste avant l'introduction des antibiotiques dans le choc septique, à la phase très initiale, c'est associé à une diminution de la mortalité, avec, vous voyez ici, un odds ratio à 0,70. Donc ça, c'est de la bonne pratique et c'est du gain de mortalité que de faire immédiatement ces hémocultures à la phase initiale. Alors vous voyez qu'on voit se dessiner déjà un profil de prise en charge très rapide qui est basé sur QSOFA. Vous avez appris à vos infirmières dans les étages à identifier le patient. Elles vous appellent en disant QSOFA supérieur à 2 chez un patient qui est fébrile et on déclenche à ce moment-là trois choses. Une thérapeutique, deux diagnostics. La première thérapeutique, c'est quoi? C'est tu lances le remplissage, le temps que j'arrive. La deuxième chose, c'est tu lances deux prélèvements, c'est une paire d'hémocultures et un lactate artériel lorsqu'on a commencé le remplissage. Ça va permettre, un, d'identifier les patients les plus sévères, deux, de gagner en mortalité lors de la prise en charge de ces patients-là. Parce qu'on sait bien maintenant, il y a vraiment un concept d'application de l'ensemble d'un bouquet de recommandations dans le choc septique qui doit être réalisé le plus tôt possible, et vous le verrez à la fin lorsque je ferai le résumé de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, que l'application de ce bouquet de recommandations dans un temps donné permet effectivement d'améliorer de manière très significative la mortalité, bien plus que l'ensemble de toutes les choses qu'on a bien voulu étudier dans le choc septique jusqu'à aujourd'hui, qu'il s'agisse du monitorage, des targets hémodynamiques ou autres. Alors, ce bouquet de recommandations, ça comprend quoi? Ça comprend, je vous l'ai dit, l'antibiothérapie probabiliste, et vous connaissez sans doute ce travail-là, qui est un des premiers travaux ayant vraiment de manière, je dirais, scientifique, robuste, rapporté un bénéfice de l'administration d'antibiotiques à la phase initiale et de manière très précoce dans le choc septique. Et vous voyez ici que plus on va obtenir la mise en place d'une antibiothérapie rapide, plus on va diminuer la mortalité au cours du choc septique, avec une estimation sur ce collectif-là de gain de mortalité de l'ordre, ou de perte de mortalité plutôt, de l'ordre de 7% de mortalité par heure perdue d'antibiothérapie à la phase initiale du choc septique. Vous vous rendez compte de l'importance de ces 7% de mortalité au regard de tout ce qu'on a étudié pendant les 25 dernières années, encore une fois autour du monitorage d'un certain nombre de thérapeutiques, dont aucune d'entre elles n'a jamais montré des gains si importants en termes de mortalité dans le choc septique. Donc ça, c'est par heure de retard d'antibiothérapie. Donc vous comprenez ici l'importance à la fois de prescrire votre antibiothérapie, mais surtout de s'assurer que l'antibiothérapie va bien être comprise par l'infirmière comme étant une urgence thérapeutique qui va devoir être initiée immédiatement dès que vous l'avez prescrite. Et puis, progressivement, on va se rappeler, bon, ça c'est les détails de l'antibiothérapie qui n'est pas vraiment le sujet du jour, mais progressivement, on va se rapprocher du sujet exact du jour, mais dont je ne pouvais pas vous parler, encore une fois, sans le mettre en perspective dans un bouquet de recommandations qui comprend l'antibiothérapie, les prélèvements et, bien sûr, la réanimation hémodynamique, dans lesquelles il y a deux phases. Une phase initiale, qui est une phase qui doit être simple, puisqu'elle doit pouvoir être initiée dès l'identification du choc septique dans les étages ou aux urgences, et puis une phase qui va être plus avancée, qui va concerner la prise en charge du patient en réanimation ou au bloc opératoire, avec des techniques de monitorage des objectifs qui seront donc beaucoup plus précis et beaucoup plus ciblés à votre patient. La phase initiale, c'est quoi? C'est tout simplement le remplissage vasculaire. Et au jour d'aujourd'hui, on considère, avec un niveau de preuve qui est proche de 0 dans la littérature, ceci dit, je vous rassure, mais on considère, et les recommandations internationales européennes et nord-américaines se sont mises d'accord sur ça, que 30 ml/kg sur 3 heures, c'est l'objectif initial de remplissage vasculaire. Et sur ce point-là,
il y a également un accord qui, celui-ci, est plus étayé sur le plan scientifique, qui consiste à dire qu'on va privilégier les cristalloïdes par rapport aux macromolécules à la phase initiale du remplissage du choc septique. Et parmi les cristalloïdes, très probablement, pour l'instant, on en reste au Ringer lactate comme cristalloïde de premier choix, plutôt en tout cas que le sérum salé isotonique, peut-être à balancer avec des solutés un peu plus balancés que le Ringer lactate justement, comme le plasmalide par exemple, mais pour l'instant, il n'y a pas de données dans la littérature suffisantes pour choisir un soluté balancé ou plus balancé que le Ringer lactate versus le Ringer lactate. L'objectif initial, il doit être très simple. Il doit être très simple puisque, vous l'avez compris, là on parle d'une phase qui doit être initiée non pas lorsque le patient a été transféré en réanimation, c'est déjà trop tard, mais dès la phase initiale, en préhospitalier, aux urgences ou dans les étages. Et donc on doit être guidé par deux choses, la pression artérielle, objectif 65, et vous verrez, c'est un objectif qui est étayé par des travaux dans la littérature. Deuxième chose, le lactate, ce fameux lactate dont on sait que s'il reste supérieur à 2 après le remplissage initial, alors on rentre dans une sévérité qui est beaucoup plus importante, de l'ordre de 2 à 3 fois plus importante qu'un patient qui normaliserait son lactate après une phase de remplissage initial. Alors pourquoi on s'arrête sur le Ringer lactate ? Il y a de nombreuses données dans la littérature. Je vous rapporte cette étude-là qui est relativement récente, parue dans le New England, qui comparait précisément le Ringer lactate versus un hydroxyéthylamidon dans la prise en charge initiale du choc septique et qui rapportait clairement sur le critère de jugement principal qui était soit la mortalité, soit le recours à une épuration extra-rénale de manière prolongée après la phase réanimatoire initiale, un bénéfice du Ringer lactate par rapport aux hydroxyéthylamidons. Et suite à ce travail-là et à d'autres et à des méta-analyses qui ont combiné plusieurs travaux, les recommandations internationales avec un grade A proposent l'utilisation du Ringer lactate en première intention. Alors ça, c'est la phase très initiale. Et on a dit, le lactate, c'est un élément diagnostique essentiel avec un seuil qui est 2 supérieur ou inférieur à 2 après la phase de remplissage initial. Et puis, on s'est fixé ce 65 mm de mercure de pression artérielle pour la réanimation dès la phase initiale et puis également lors de la phase de réanimation plus avancée. Pourquoi est-ce qu'on a gardé ce seuil de 65 mm de mercure ? Là également, il y a de nombreux travaux dans la littérature. Les premiers étaient français d'ailleurs. C'est l'équipe de Marseille, de Claude Martin, qui avait comparé différents groupes de pression artérielle dans une étude observationnelle monocentrique et qui avait montré que 65 mm de mercure faisait pas moins bien que 70 mm de mercure ou 80 mm de mercure. Et suite à ce travail-là, il y a une belle étude publiée en 2014 dans le New England qui a comparé deux niveaux de pression artérielle. Niveau de pression artérielle dit bas versus haut. Vous voyez que ces niveaux de pression artérielle dit bas, petit bémol par rapport à l'importance de ce travail-là dans le cadre des recommandations, le niveau bas est plutôt aux alentours de 75 mm de mercure, alors qu'il était censé cibler 65 mm de mercure. Et ça correspond un peu à ce qu'on voit tous les jours en réanimation, c'est-à-dire que lorsqu'on donne un objectif de pression artérielle moyenne à 65, on a quand même souvent des overshoots en pression artérielle, et on se retrouve souvent avec des patients qui sont plutôt aux alentours de 75-80, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, parce que ce travail-là n'est pas le seul à montrer que si on cible des objectifs plus élevés de pression artérielle au cours du choc septique, probablement on n'améliore pas la mortalité. En tout cas, c'était le résultat de ce travail-là. Aucune différence en termes de mortalité entre 85 et 75, mais peut-être même on fait un peu moins bien. Et ça, c'est une jolie méta-analyse qui vient de sortir dans Intensive Care Medicine, qui a regroupé plusieurs études dans le choc septique ou dans le sepsis sévère avec différents objectifs de pression artérielle, haut et bas, grosso modo 65-70 versus 80 ou plus de pression artérielle dans le choc septique. Et cette méta-analyse ne retrouve aucun bénéfice à une pression artérielle plus élevée au cours du choc septique et peut-être même retrouve un effet délétère dans un sous-groupe de patients qui sont les sous-groupes de patients qui auraient passé une phase initiale assez prolongée à un niveau sous-vasopresseur avant que l'on demande à faire une réanimation ciblée sur des objectifs de pression artérielle. Et on voit que cela, probablement, leur cibler une pression artérielle très élevée après une phase initiale de réanimation, c'est plutôt délétère.
Et ce qui est intéressant dans cette méta-analyse, plus que ce résultat combinatoire des différentes études sur le niveau de pression artérielle, c'est cette méta-régression en fonction de l'âge. Et ça, c'est très contre-intuitif comme résultat, parce que depuis une vingtaine d'années, quand on a commencé à parler d'adaptation et de personnalisation des objectifs de pression artérielle en réanimation, et notamment sur l'âge, tout le monde s'est dit, bon, bah, probablement, en réanimation ou au bloc opératoire, on n'est pas assez agressif sur la pression artérielle chez les sujets âgés, en se disant que le sujet âgé qui normalement vit à un niveau de pression artérielle systolique qui est élevé, lui proposer d'avoir une pression artérielle moyenne à 65 mm de mercure, c'est insuffisant. Alors, premier écueil physiologique, dans la majeure partie des cas, le patient âgé qui a une pression artérielle élevée, il a une hypertension artérielle essentielle, dite systolique, du sujet âgé, qui est lié à une altération de la compliance des gros vaisseaux et qui ne concerne pas la pression artérielle diastolique. Ils ont même souvent des pressions artérielles diastoliques qui sont basses. Donc, on a affaire à des sujets dont la pression artérielle systolique est élevée, mais dont la pression artérielle moyenne n'est souvent pas très élevée par rapport à leurs congénères d'un âge un peu moins élevé. Et deuxième élément important, c'est cette étude-là, ce résultat-là, qui trouve, vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on a plutôt le résultat inverse que celui attendu. C'est un résultat qui semble dire, vous voyez ici des odds ratios qui deviennent positifs, qu'à partir de 60 ans, ça semble être encore plus délétère d'avoir un niveau de pression artérielle cible plus élevé au cours du choc septique. Autrement dit, peut-être que là, on a, à l'inverse de ce qu'on croyait, avec des niveaux de pression artérielle élevés, un risque cardiovasculaire du fait de l'interaction entre la pression artérielle et la fonction cardiaque, qui risque de déstabiliser la fonction VG chez ces patients-là, et donc d'être plus délétère que bénéfique. Autrement dit, actuellement, ce résultat très récent semble nous dire qu'il n'y a pas de raison, y compris chez le sujet âgé, de cibler une pression artérielle plus élevée que le 65 dans cette population de patients en choc septique. Alors ça, c'était la cible. Maintenant, vous avez vu que lactate, c'est important, pression artérielle moyenne, ça semble être 65, et puis quand on passe à la phase choc septique, après l'échec du remplissage vasculaire qui, au passage, doit se faire encore une fois par des cristalloïdes, on doit introduire des catécholamines pour atteindre notre objectif de pression artérielle. Et puis, dans les recommandations, les catécholamines, c'est la noradrénaline. Pourquoi c'est la noradrénaline alors qu'on a à notre disposition un grand nombre de catécholamines vasoconstrictrices et ou inotropes positifs? Il y a pas mal de papiers dans la littérature qui maintenant confortent l'idée de choisir de manière définitive la noradrénaline comme drogue de première intention. Je vous montre ce papier-là qui est, je trouve, très amusant, et voilà, il y a des gens qui savent tirer parti de situations qu'on n'a pas décidées pour en faire de très beaux travaux. Et ça, c'est un travail publié l'an dernier dans le JAMA, où les Nord-Américains se sont dit qu'ils allaient analyser des données qui les avaient fait rager pendant très longtemps, qui étaient des données liées au fait qu'ils ont eu une rupture de stock liée à des problèmes de production de noradrénaline dans toute une partie du pays pendant quelques mois. Et donc il y a eu des vrais problèmes de mise à disposition de la noradrénaline dans tout un tas d'États aux États-Unis pendant quelques mois, qui a obligé les hôpitaux à changer de stratégie d'apport de vasopresseurs pendant cette phase-là, parce qu'il n'y avait plus du tout de noradrénaline. Et donc, ils ont dû trouver d'autres agents vasoactifs à utiliser. Et puis finalement, l'ensemble de ces réanimateurs se sont dit pourquoi pas en profiter pour regarder cet énorme collectif de patients qui ont été exposés à la noradrénaline dans les hôpitaux qui en avaient encore, comparer ce pronostic-là à ceux qui n'ont pas eu de noradrénaline, mais un autre agent pendant la phase où il y avait un shortage de noradrénaline. Et donc vous voyez qu'effectivement, chez ce collectif de patients assez important, puisque inclus dans l'étude, il y a à peu près 400 000 patients, vous voyez qu'il y a effectivement deux profils d'hôpitaux, ceux ici qui n'ont pas eu de problème d'approvisionnement en noradrénaline, consommation de noradrénaline constante pendant plusieurs années. Et là, on parle d'un problème d'approvisionnement qui a duré quasiment 1 an. Et puis les hôpitaux qui ont effectivement été sujets à ce problème d'approvisionnement, avec une baisse très significative de la consommation de noradrénaline pendant cette phase-là. Et très intéressant, de manière concomitante, le remplacement de la noradrénaline par une drogue qui est un vasopresseur pur, un alpha-agoniste pur, qui est la phényléphrine. Vous voyez ici, en orange, qui augmente quasiment dans la même proportion que la noradrénaline avait baissé dans ces hôpitaux-là. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder que sur ces 400 000 patients,
il y a un vrai signal, plus qu'un signal, un vrai résultat significatif, ajusté sur l'ensemble des éléments qui constituaient la sévérité de ces malades-là. Et j'allais dire, il n'y avait presque pas besoin de rajuster, parce que quand on regarde 400 000 patients sur un processus qui est presque proche de la randomisation, c'était un peu le hasard, le fait qu'un hôpital A n'avait pas de noradrénaline alors que le B en avait un, sans surprise, si on regarde les caractéristiques des patients dans les deux groupes, elles étaient exactement identiques entre ceux qui avaient été soumis et ceux qui n'avaient pas été soumis à ce problème d'approvisionnement de noradrénaline. Et de manière très significative, vous voyez ici, il y a une différence de mortalité en faveur d'une surmortalité dans le groupe qui a été traité par la phényléphrine versus la noradrénaline au cours de cette période-là. Donc ça, c'est quand même un argument pragmatique, très fort, pour dire qu'en dehors d'essais randomisés, oui, si on utilise un vasopresseur autre que la noradrénaline, comme la norépinéphrine en l'espèce, comme la phényléphrine en l'espèce, il y a un risque de surmortalité dans le choc septique. Et ça vient après de nombreuses études bien faites, randomisées, contrôlées, qui confirment le bénéfice de la noradrénaline par rapport aux drogues qu'on a à disposition en Europe pour traiter le choc septique, en particulier la dopamine, que vous, sans doute, vous avez très peu, voire pas du tout utilisé dans votre carrière, mais que moi, un petit peu Alexandre, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais a utilisé, avant. C'était, nous, à l'époque, on nous apprenait, on commence par la dopamine, on augmente un peu les doses, parce qu'en plus, la dopamine, c'est compliqué, d'abord, ça améliore le rein, après, ça améliore le cœur, après, ça améliore les vaisseaux. Bref, c'était un truc un peu compliqué. Et puis après, vraiment, si ça ne va pas, on met la noradré. Et en fait, il y a beaucoup d'arguments pour penser que cette stratégie-là, elle est mauvaise. Ça, c'est un des essais majeurs dans ce domaine-là, qui a été conduit par nos amis belges et dans l'équipe de Daniel De Becker, et qui comparait de manière randomisée l'administration de noradrénaline ou de dopamine en première intention dans la prise en charge des patients en choc septique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence de mortalité, qui était le critère de jugement principal, avec une tendance à une surmortalité dans le groupe dopamine, mais surtout que sur l'ensemble des éléments qui avaient été définis comme des complications, des effets secondaires des drogues, il y avait, enfin pas sur l'ensemble, mais sur un grand nombre d'entre eux, il y avait un surrisque d'effets secondaires liés à la dopamine, et notamment un surrisque de troubles du rythme supraventriculaire et ventriculaire mal tolérés. Suite à ce travail-là, les recommandations ont fermement recommandé l'utilisation de la noradrénaline. Alors, je parlais de médicaments qui sont disponibles en Europe, parce que la vasopressine, pour l'instant, n'est pas disponible. Elle va l'être à partir de dans quelques semaines, d'ailleurs. De nouveau, c'est un médicament qu'on a eu à disposition en ATU, en autorisation de transitoire d'utilisation, temporaire d'utilisation pendant quelques années, puis qui n'a plus du tout été produit en Europe, et donc qu'on a perdu dans notre arsenal thérapeutique, que les Nord-Américains ont gardé et utilisent très largement, et donc on va pouvoir de nouveau avoir accès à cette drogue-là. Et je pense qu'il y a un certain intérêt à avoir pour cette drogue, qui est un vasoconstricteur par une voie alternative de la voie du GMP cyclique intracellulaire, et qui est donc une voie strictement dissociée de la voie de stimulation des récepteurs catécholaminergiques, et qui semble, dans au moins 2 essais multicentriques internationaux, avoir un intérêt sur un certain nombre de critères par rapport à la noradrénaline. Vous voyez ce premier essai-là, qui était l'essai VAST, publié maintenant il y a une petite dizaine d'années, qui comparait la mortalité à 90 jours, à 28 jours et 90 jours chez les patients en choc septique, randomisés dans 2 groupes, noradrénaline versus vasopressine. Là aussi, pas de différence sur ce critère de jugement principal, mais une tendance à une amélioration de la mortalité chez les patients sous vasopressine. Et puis, ce second essai, qui est l'essai Vanish, publié récemment, il y a 2 ans dans le JAMA, qui est un essai un peu compliqué, parce que c'est un essai en plan factoriel qui comparait 2 traitements de manière combinatoire. Hémisuccinate, vasopressine versus noradrénaline, pas d'hémisuccinate. Et donc il y avait 4 groupes, hémisuccinate, noradré, pas d'hémisuccinate, noradré, vasopressine, hémisuccinate, pas d'hémisuccinate, vasopressine. Donc il y avait une analyse combinatoire de ces 2 traitements-là, selon ce plan factoriel. Et le résultat est intéressant, puisqu'il montre qu'il n'y a pas de différence en termes de mortalité entre les 4 groupes, mais néanmoins, sur un critère de jugement secondaire qui était la dysfonction rénale, il semblait y avoir chez les patients chez qui la vasopressine avait été introduite précocement un bénéfice en termes de réduction de la dysfonction rénale en réanimation.
Donc pour l'instant, trop peu d'arguments pour proposer un changement de paradigme vers la vasopressine à la phase initiale, mais probablement un intérêt pour se réapproprier cette drogue-là dans notre arsenal thérapeutique, surtout lorsqu'on a un patient qui, après une réanimation initiale bien conduite, ne répond pas aux catécholamines standards et donc à la noradrénaline, pour pouvoir lui proposer une voie de vasoconstriction qui soit alternative à la voie de stimulation des récepteurs catécholaminergiques. Aujourd'hui, on le fait de manière un peu empirique. Vous l'avez sans doute vu faire dans vos réanimations chez des patients qui ne répondent pas du tout à la noradrénaline à la phase initiale, qui restent extrêmement vasoplégiques sans participation cardiogénique. On utilise de la glipressine, mais on sait que ça fait probablement moins bien et que c'est beaucoup moins maniable que la vasopressine pour stimuler cette voie collatérale de vasoconstriction. Alors je disais, chez les patients qui n'ont pas de cardiopathie, parce qu'évidemment, l'inquiétude, c'est d'avoir les conséquences cardiaques et les conséquences d'altération de la fonction ventriculaire gauche et donc de bas débit et éventuellement de congestion induites par un excès de vasoconstriction chez des patients qui auraient de manière intrinsèque, soit préalablement une dysfonction de la fonction cardiaque, soit une authentique dysfonction cardiaque induite par le sepsis. Alors, ça paraît assez étrange, mais après 50 ans d'études sur le sepsis, on ne connaît toujours pas très bien, de manière très reproductible, la prévalence exacte de la cardiomyopathie du choc septique. Bien sûr que ça a été étudié, mais il y a encore une très grande variabilité des incidences dans les différentes études, avec grosso modo des études qui rapportent depuis 10%, et ça c'est un travail récent, c'est un des derniers que j'ai retrouvé qui soit intéressé à la prévalence de cette cardiomyopathie dans le choc septique, qui rapporte, vous voyez, à peu près 10%, un tout petit peu plus de 10%, 29 patients chez 260 patients inclus. Et puis on a des séries, comme les séries de nos collègues d'Ambroise Paré, d'Antoine Viard-Baron, qui rapportent chez certains patients jusqu'à 70% de cardiomyopathie dans le choc septique. Alors bien évidemment, cette variabilité dans la prévalence de l'atteinte cardiaque, elle est liée à quoi ? Elle n'est pas liée au patient, elle est liée à nous, aux docteurs, elle est liée à une absence de définition consensuelle de ce qu'est une cardiomyopathie patente au cours du choc septique. Et évidemment, si on s'intéresse à des biomarqueurs cardiaques, si on s'intéresse à de l'échographie ou si on s'intéresse à la nécessité d'introduire de la dobutamine chez un patient, on va aboutir à des évaluations de l'incidence qui vont être très différentes en fonction de la nature de la définition de la cardiomyopathie. Le message important, que ce soit 10% ou 70%, finalement, on s'en fiche un peu. Le message important, c'est qu'il faut systématiquement aller rechercher une dysfonction cardiaque chez un patient en choc septique, parce que 10 à 60%, de toutes les manières, c'est très significatif comme prévalence, et que si l'on ne prend pas en compte la possibilité d'une cardiomyopathie associée dans la défaillance, dans le tableau du choc septique, on peut être amené à avoir des process de réanimation qui vont pérenniser, voire aggraver la dysfonction myocardique par la manipulation de médicaments vasopresseurs sans un support inotrope. Alors, ça doit nous faire poser un certain nombre de questions, et les deux questions essentielles que ça doit nous faire poser, c'est une question autour du monitorage et au cours du diagnostic. Et là, j'en profite juste pour vous repréciser un point qui est souvent un point de confusion à cet endroit-là. Le point de confusion est centré autour de la discussion sur l'outil pour aller traquer cette dysfonction cardiaque. Et souvent, les gens se disputent, se contredisent, ou en tout cas ont des débats animés autour de l'utilisation de l'échographie cardiaque versus l'utilisation d'autres outils. Il faut bien, là, avoir en tête les objectifs que l'on cherche à atteindre avec ces différentes méthodes. Il y a un objectif de diagnostic et un autre objectif de monitorage qui s'opposent quasiment point par point. Le diagnostic, c'est bien, à un moment, la capacité, avec un haut niveau de certitude, d'aller poser le diagnostic d'un état donné
chez un patient. Autrement dit, je veux savoir si oui ou non, à un moment donné, mon patient a une dysfonction ventriculaire gauche significative et relevant d'un traitement clinique particulier. Ça sera l'objet de mon second topo. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, en 2018, en réanimation, ça repose sur l'échographie cardiaque. En revanche, à partir du moment où j'ai posé mon diagnostic, le monitorage de l'efficacité de mes thérapeutiques, de ce point de vue-là, qui doit nécessairement être plus élevé en termes de niveau de soins que la pression artérielle invasive qui va simplement me guider sur mes niveaux de noradrénaline, ce monitorage-là doit par essence être continu, puisqu'il s'intéresse à répondre à une question qui est l'impact de mes thérapeutiques sur quelque chose de dynamique qui est l'évolution du débit et de la pression artérielle. Donc, on shift de paradigme pour quelque chose qui n'est non plus un diagnostic à un temps T, mais qui est le suivi en continu de manière dynamique de mes interventions thérapeutiques. Et ça doit reposer sur un certain nombre d'outils qui seront différents de l'échographie cardiaque, puisque par essence, l'échographie cardiaque n'est pas continue ni dynamique. D'accord ? Même si on peut faire un test dynamique sur une petite phase donnée grâce à l'échographie cardiaque, et je vous le montrerai après. Donc là, vous voyez qu'il y a un débat qui en fait souvent n'en est pas un, et que chez ces patients graves, il faudra, c'est certain, réaliser une échographie cardiaque à la phase initiale pour dépister une dysfonction cardiaque gauche ou droite, et ensuite, si elles existent, choisir, et ce ne sera pas l'objet de mon débat aujourd'hui parce que ça nous apporterait beaucoup trop loin, un outil de monitorage, c'est-à-dire un outil qui va nous permettre de suivre en continu le débit cardiaque selon un grand nombre d'indices possibles, mais en tout cas un indice important à obtenir parmi d'autres, c'est le volume d'éjection systolique pour pouvoir suivre l'impact de nos thérapeutiques, vasopresseurs, remplissage et éventuellement inotropes. Alors, cette confusion-là, elle est finalement assez bien retranscrite, je trouve, dans la littérature au travers des dernières recommandations sur le choc septique. Et vous voyez ici, en 2015, dans le JAMA, il y a une espèce de medley de qu'est-ce qu'on doit faire sur ce qu'ils appellent le diagnostic là-dedans. Et puis, il n'y a que des grades B ou C, donc pas très haut niveau de preuve. Et puis, on voit bien que là, il y a finalement une confusion des genres entre du monitorage et du diagnostic. Alors oui, on ne sait pas si c'est mieux de mettre un cathéter artériel pulmonaire ou de ne pas en mettre, si c'est mieux de mettre un cathéter artériel pulmonaire ou simplement une PVC avec une SVO2, si c'est mieux de mettre un cathéter artériel pulmonaire ou de faire que des échographies. Mais vous voyez là que, encore une fois, l'objectif de la comparaison ne correspond pas à l'objectif de mise en œuvre de ces pratiques en clinique. On ne se pose pas en réalité la question de savoir si on va suivre en temps réel l'hémodynamique de notre malade avec une échographie ou avec une Swan-Ganz. Tout simplement, ces deux outils ne vont pas, dans le temps, offrir du tout la même information. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de voir que si on s'intéresse purement à des outils de diagnostic, comme l'échocardiographie, eh bien oui, ces recommandations disent qu'il est recommandé de réaliser une évaluation initiale de la fonction cardiaque grâce à une échographie cardiaque. Ça c'était juste pour vous montrer qu'il y a effectivement de la confusion dans l'idée des auteurs également. Alors, on a vu qu'il y avait une phase initiale qui était guidée sur des éléments simples, pragmatiques, disponibles dès la phase préhospitalière ou la phase pré-réanimatoire à l'hôpital, fondée sur le diagnostic du choc septique ou en tout cas d'un état septique sévère par le QSOFA, qui déclenche une hémoculture, du remplissage, un lactate. Bing. Ça, c'est un bundle qui est fait, vous avez vu, d'un nombre de points qui est très limité. 4 points qu'on doit déclencher immédiatement. Puis ensuite, on passe à la phase avancée, la phase en réanimation, où là, on veut maintenir notre pression artérielle au moyen de quel médicament ? De la noradrénaline jusqu'à preuve du contraire. Mais attention, on sait que l'on peut avoir affaire à un patient qui va démasquer sous noradrénaline une dysfonction cardiaque significative, donc on doit aller le rechercher en réalisant une échographie cardiaque, puis choisir si cette échographie cardiaque conclut à une participation cardiaque à un monitorage plus avancé que la pression artérielle invasive seule par un moniteur du débit cardiaque quel qu'il soit. Et puis, on a authentiquement, dans cette phase avancée, des patients qui ne s'améliorent pas suffisamment
dès cette phase-là. Et donc là, on doit se poser la question d'un certain nombre d'éléments pour optimiser la prise en charge hémodynamique de ces patients-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a 4 éléments qu'il faut avoir en tête, sur lesquels il n'y a actuellement pas de niveau de preuve suffisant, sauf peut-être un, pour les déployer de manière systématique, mais qui, lorsqu'on a affaire à un patient qui ne répond pas à la thérapeutique initiale, doivent être des éléments que vous considérez dans votre thérapeutique. Le premier élément, c'est l'adaptation de ce qui, in fine, est votre objectif de réanimation hémodynamique. Vous conviendrez tous que l'objectif de réanimation hémodynamique, in fine, c'est quoi ? C'est d'assurer, au moyen d'une pression de perfusion, d'un débit de perfusion, d'une concentration d'hémoglobine et d'une saturation d'hémoglobine, l'apport en oxygène suffisant à vos organes. Ça paraît trivial, mais c'est quand même, in fine, ce qu'on essaye de faire au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Et que dans ces éléments-là, on a parlé de la pression de perfusion, on a parlé du débit de perfusion, et il y a deux des choses dont on n'a pas parlé. L'oxygène et l'hémoglobine. Et donc on peut légitimement, chez des patients chez qui on a du mal à assurer pression artérielle et débit, se poser la question de savoir si on doit booster les 2 autres déterminants de ce qu'on veut atteindre, qui sont l'hémoglobine et la saturation. Pour ces 2 éléments-là, 2 choses à garder en tête. Premièrement, assurer une oxygénation supranormale, des taux d'oxygène supranormaux, qu'il s'agisse d'ailleurs de la saturation et ou de l'oxygène dissous, ne semblent pas associés à un bénéfice en termes de mortalité. Il semble même que l'atteinte d'objectifs élevés de saturation en oxygène chez les patients les plus graves soit associée à une surmortalité. Et ça, c'est les travaux, je crois que je vais vous montrer après, d'Afsar, qui rapportent une surmortalité chez ces patients-là. Le deuxième point, c'est l'objectif en termes d'hémoglobine et donc de transfusion. Là aussi, plus n'est pas forcément mieux. Et il y a un gros quorum d'études dans la littérature qui maintenant convergent toutes vers le fait que essayer d'atteindre des objectifs élevés d'hémoglobine au moyen de transfusion chez les patients en état de choc et chez les patients de réanimation, donc chez les patients inflammatoires, semble ne pas améliorer la mortalité, et voire même l'aggraver. Je souligne bien chez les patients inflammatoires de réanimation, cette discussion-là, on l'a souvent pour tous les patients de manière non discriminante, et c'est stupide. C'est stupide de mélanger l'objectif de 7 grammes d'hémoglobine chez un patient de réanimation avec le même objectif chez un patient en post-opératoire. Et d'ailleurs, si on regarde les résultats dans la littérature, globalement, dans toutes les études qui s'intéressent aux patients en phase périopératoire, un niveau plus élevé d'hémoglobine semble associé à un meilleur pronostic, soit de fonctionnel, soit même en termes de morbimortalité. Ce qui est exactement l'opposé chez le patient de réanimation. Finalement, est-ce qu'on n'a pas réinventé la roue en disant ça ? Probablement que si. C'est tout simplement, on a appris dès l'école de médecine qu'on transfuse un patient anémique qui saigne, on ne transfuse pas un patient anémique qui a une anémie inflammatoire. Ça, on nous l'apprenait à l'école. C'est à peu près 15 ans d'études dans la littérature qui, en fait, semblent converger vers ça, vers le fait que quand on a une anémie essentiellement d'origine inflammatoire, transfuser les patients, c'est probablement pas une très bonne idée. Alors, un des points que je vais détailler un petit peu plus, c'est ce point-là, qui est probablement le point sur lequel on a maintenant le plus d'arguments dans la littérature, et c'est celui du support par glucostéroïdes chez les patients les plus sévères en choc septique. Vous connaissez, ou vous devez connaître en tout cas, les principales études dans la littérature sur ce sujet, qui commencent essentiellement au début des années 2000, avec plusieurs essais français d'ailleurs tous, français ou en tout cas dans lesquels la France était largement impliquée, qui ont semblé rapporter un bénéfice à l'administration d'une combinaison de glucocorticoïdes et de minéralocorticoïdes à la phase initiale des sepsis les plus graves. C'était l'association d'émisuccinate plus de fludrocortisone.
De nombreuses études ont été réalisées après l'étude Princeps qui a été publiée dans le JAMA par J.L. Yannan en 2001. Et certaines d'entre elles n'ont pas retrouvé le même bénéfice en termes de mortalité. Il n'en reste pas moins que en 2015 et même en 2016, je crois, par la Cochrane, des belles méta-analyses ont été réalisées, rapportant toutes le même résultat, un résultat qui semble être quand même en faveur de l'administration de glucocorticoïdes, même si vous voyez la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% croise le 1.01. Mais néanmoins, si on s'intéresse au point estimate, vous voyez qu'on est plutôt de manière consistante entre toutes les études aux alentours de 0,8 à 0,9 en faveur de l'administration de glucocorticoïdes. Alors ça, c'était avant cette année. Et 2018 va nous faire passer à une étape encore supérieure grâce à la publication de 2 gros essais. L'un vient d'être publié, c'est l'étude adrénale. L'autre va être publié le 28 février. C'est l'étude Approach, qui est française. L'étude adrénale s'est intéressée à regarder l'impact des glucocorticoïdes seuls, sans fludrocortisone, chez un très grand groupe de patients, 3000 patients, randomisés, 1500-1500, avec ou sans imisuccinate, encore une fois sans hydrocortisone, et sans que cela soit stratifié sur la réponse ou non au testosynactène. Et cette étude-là, sur le critère de jugement principal qui était la mortalité à J90, ne retrouve pas de différence significative, mais en revanche, en analyse en sous-groupe, retrouve un bénéfice chez les patients chez qui le traitement a été initié tôt avec une réduction de la mortalité. Ça souligne un point important qui va être ressouligné par la publication d'Approach, dont je vous spoil un peu les résultats, mais Approach retrouve une diminution très significative de la mortalité dans le cadre de l'association émisuccinate plus fludrocortisone chez les patients non répondeurs au testosynactène. Je crois, là aussi sans m'étendre, parce que c'est des résultats qui ne sont pas publiés mais qui vont l'être bientôt, qu'on s'approche de cette image-là, qui est au terme de plusieurs grands essais, tous publiés dans des grands journaux, et donc d'essais qui vont être poolés sous la forme de méta-analyse qui va comprendre à peu près 10 000 patients, que le bénéfice est très clair, et il est très clair avec 2 réserves. Un, que l'on associe émisuccinate hydrocortisone, et fludrocortisone, pardon, et pas qu'on fasse de l'émisuccinate seul. Et 2, que l'on s'intéresse à une sous-population de patients qui est bien celle qui est non répondeuse au testosynactène. Donc là, je m'avance un petit peu, ce n'est pas encore les recommandations, mais très probablement ça va l'être bientôt, et les recommandations seront très probablement de faire un testosynactène systématiquement chez les patients chez qui on va initier l'émisuccinate, et de démarrer l'association émisuccinate-fludrocortisone, et de l'arrêter le lendemain, dès qu'on récupère le testosynactène. Alors, transfusion, je vous en ai parlé, voilà, pour vous montrer le fait qu'effectivement, en réanimation, on semble être face à une surmortalité lorsqu'on transfuse les patients qui sont anémiques, qui ont entre 7 et 9 grammes d'hémoglobine et qu'on décide de les transfuser pour les mettre plutôt plus proches de 9 grammes. Et puis ça, c'est l'étude de Pierre Asfar qui s'intéressait au niveau d'oxygène, là aussi sur un plan qui était un petit peu compliqué, qui était un plan factoriel comparant 2 traitements, d'un côté soluté salé hypertonique versus soluté isotonique, et de l'autre côté normoxy versus hyperoxy sous la forme, encore une fois, de 4 groupes, avec pas de différence entre les solutés hypertoniques versus les solutés normotoniques, et une tendance très nette en faveur de l'hyperoxie et d'une surmortalité liée à l'hyperoxie. Un des derniers points que je veux vous montrer, qui est un des points probablement dont vous entendrez parler dans les années à venir, qui est l'idée de la manipulation du rythme cardiaque chez les patients en choc septique. Cette idée-là, elle provient de 2 choses. Premièrement, d'un certain nombre d'arguments physiologiques et physiopathologiques qui consistent à dire, notamment de manière assez triviale, que la réponse en termes de stimulation catécholaminergique et l'apport exogène de catécholamine chez les patients à la phase inflammatoire aiguë du sepsis peut
dépasser son objectif et être responsable en soi d'une excitotoxicité cardiovasculaire dont le cœur peut pâtir et qui pourrait participer du développement de la cardiomyopathie septique et de sa pérennisation dans le temps. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est de dire que la fréquence cardiaque est probablement un bon et robuste moyen d'observer cette excitation du système sympathique et son impact sur le cœur. Et puis le troisième point, c'est de regarder de manière populationnelle et de s'apercevoir que oui, les patients qui ont une fréquence cardiaque très élevée, supérieure à 120, semblent avoir, et c'est rapporté dans plusieurs travaux dans la littérature, une surmortalité par rapport à ceux qui ont une fréquence cardiaque entre 90 et 120. Ça, c'était les trois arguments qui ont conduit les auteurs, et en particulier Andrea Morelli, à conduire un essai multicentrique randomisé qui comparait une stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque chez les patients en choc septique par l'esmolol versus une stratégie libérale sans contrôle de la fréquence cardiaque. L'idée étant d'atteindre une fenêtre qui était la fenêtre dite de sécurité, encore une fois définie sur des études populationnelles, qui correspondait à une fréquence cardiaque entre 90 et 120. Et effectivement, dans ce travail-là, qui a un certain nombre de limites méthodologiques, qui est limité en taille, les auteurs rapportaient bien entendu une diminution de la fréquence cardiaque dans le groupe esmolol, c'est la moindre des choses, et puis une diminution très nette de la mortalité chez les patients qui recevaient des bêta-bloquants à la phase initiale pour contrôler leur fréquence cardiaque entre 90 et 120. Bien entendu, ça a un caractère, si on prend un autre paradigme qui est celui du risque de diminution du débit cardiaque, qui peut paraître contre-intuitif par rapport à l'approche physiopathologique proposée par les auteurs, mais ce résultat-là a au moins comme impact la nécessité de poursuivre l'investigation dans cette piste thérapeutique-là. Et donc, il y a d'autres essais actuellement en cours pour confirmer ce résultat-là. Il n'y a donc pas actuellement de recommandations claires, même si beaucoup d'experts s'accordent à dire que probablement, chez un patient en choc septique qui reste constamment, après la phase initiale de réanimation volémique, supérieure à 120 de fréquence cardiaque, probablement, il va falloir se poser des questions sur, est-ce que je peux faire quelque chose de symptomatique pour contrôler la stimulation tachycardisante? L'anémie, évidemment, si c'est un patient à 5 grammes d'hémoglobine, c'est un élément trivial à contrôler, mais ça peut être la température, ça peut être bien entendu la volémie qu'il faudra réestimer. Mais chez les patients chez qui tous ces éléments déclenchants-là, en passant par les troubles ioniques, bien sûr, seraient contrôlés, peut-être qu'on peut se poser la question quand même d'aller ralentir leur rythme cardiaque pour rentrer dans une fenêtre thérapeutique plutôt plus proche de 100 à 120 que de 140-150. Et 140-150, vraiment, ça semble être associé à des conséquences en termes cardiovasculaires, voire en termes de morbimortalité. Je finirai sur cette première partie en rebouclant avec le début de ce que je vous ai dit, qui est qu'on ne peut pas voir la réanimation du choc septique comme la réanimation hémodynamique dans un module, la réanimation infectieuse dans un autre module. C'est intrinsèquement lié. C'est intrinsèquement lié parce que ce bundle, ce bouquet de prise en charge réanimatoire initiale, il doit être appliqué précocement sous la forme d'un bouquet de soins, d'un ensemble de soins, et il ne s'agit pas de se dire oui, c'est très important de remplir les 30 minutes kilo et d'avoir 65 minutes de mercure, les antibiotiques on verra plus tard, ou de faire l'inverse. C'est vraiment l'association de ces différents éléments-là dans un quorum de temps très contraint à la phase initiale qui améliore la mortalité. Et vous voyez ici ce très joli travail publié l'an dernier dans le New England qui s'intéressait à voir avec quel délai on atteignait l'obtention de ces objectifs du bouquet de soins à la phase initiale du choc septique. Et vous voyez que, bien évidemment, sans surprise, l'élément qu'on apporte le plus précocement, c'est l'antibiothérapie, tout simplement parce que l'antibiothérapie, il faut certes la prescrire et l'administrer, mais enfin c'est un shoot d'antibiotiques, alors que le bolus de 30 ml/kg de fluide, ça prend un certain temps à administrer, donc ça va être administré de manière un peu plus tardive. Néanmoins, vous voyez ici que si on donne 3 heures comme objectif, qui semble raisonnable quand on regarde dans la littérature l'impact en termes de pronostic, pour donner les antibiotiques et les fluides à la phase initiale, et vous voyez que même dans des équipes très expérimentées comme les équipes qui étaient incluses dans ce travail-là, on a à 3 heures que à peine 40%
des patients qui reçoivent ces deux éléments essentiels de la prise en charge initiale. Donc ça, il y a du travail clairement à faire sur cette conception multimodale de la prise en charge initiale du choc septique. Et vous voyez ici que ces auteurs confirment très largement le fait que la mortalité, bien entendu, augmente au cours du temps lorsque l'on prend de plus en plus de temps pour administrer ces deux éléments essentiels de la prise en charge. Et même si la réanimation hémodynamique, c'est essentiel, mais néanmoins, ce qui semble être encore une fois associé à l'impact le plus important sur la mortalité à la phase initiale, j'entends, c'est quand même bien, vous voyez ici, le retard à l'administration des antibiotiques plutôt que le retard à l'administration du bolus de fluide. Donc, objectif hémodynamique, oui bien sûr, mais surtout, pensez à traiter vos patients de manière extrêmement rapide sur le plan du risque infectieux. Bon, je vais passer rapidement là-dessus, sur Early Goal Therapy. C'est à peu près les mêmes messages. Donc, les messages que je voudrais que vous gardiez pour cette partie choc septique du module cardiovasculaire, c'est un diagnostic précoce. Autrement dit, tout ce que je vous dis là est guidé par une chose, c'est le temps. Gagner du temps. Et gagner du temps, c'est vous, en termes de réponse adaptée, mais c'est surtout ce qui se passe avant vous, dans un service d'hospitalisation ou aux urgences. Et pour ça, en tant que futur médecin senior dans les hôpitaux dans lesquels vous travaillerez, je vous engage fortement à aller développer dans vos hôpitaux des stratégies d'identification précoce dans les étages basées sur le QSOFA. Ça permet de faire gagner du temps et de déclencher la réponse de réanimation le plus tôt possible. Ensuite, si jamais on devait avoir deux éléments à déclencher en termes d'évaluation paraclinique à la phase initiale, c'est bien entendu les hémocultures et le lactate. Et les deux éléments clés de ce bouquet de soins, c'est l'antibiothérapie immédiate dès qu'on a réalisé les hémocultures, et puis l'administration immédiate dès la phase pré-réanimatoire de cristalloïdes pour atteindre un volume probablement aux alentours de 30 ml jusqu'à ce qu'on ait affiné de manière plus personnalisée le volume nécessaire chez les patients en choc septique. Et ensuite on passe dans une phase de réanimation plus avancée au cours de laquelle on garde au jour d'aujourd'hui 65 mm de mercure comme objectif de pression artérielle moyenne, avec une évaluation systématique chez ces patients les plus graves de la fonction cardiaque, de manière à adapter sa thérapeutique et son monitorage, en considérant ensuite si l'on a réalisé l'ensemble des mesures hémodynamiques initiales nécessaires, des thérapeutiques adjuvantes, au premier lieu desquelles, probablement, les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes à la phase initiale. Voilà, ça c'est les éléments essentiels dont je voulais vous parler dans le cadre du choc septique, et je vais élaborer un petit peu juste après sur la place de l'échographie cardiaque pour le diagnostic de la dysfonction cardiaque et le suivi du volume d'éjection systolique. Est-ce que vous avez des questions ?